dire un petit mot d'accueil et vous présenter les éléments de la politique municipale en la matière et les réflexions qu'on pu lui apporter des éléments proposés dans le programme. Alors vous avez vu, donc on a choisi d'organiser une journée en 2 temps, alors qui n'ont pas nécessairement un lien entre les deux, mais pour autant ça fait partie de ces nouveaux droits qui ont été mis en place ou proposés dans le cadre de la loi du 5 mars 2007. Et donc c'est notamment autour, dans la matinée, on va travailler autour de la question de l'évaluation des situations, avec et des regards, on va dire, surplombants, universitaires sur cette question, mais également, on va avoir une expérience étrangère italienne sur ce type de méthode et voir un petit peu comment ça s'est développé chez nos amis italiens. Et puis, on finira la matinée sur une expérience de transmission d'outils et de méthodes à partir du référentiel d'évaluation des situations familiales développé par le CRAI Rhône-Alpes et l'UNED et qui a été diffusé dans un certain nombre de conseils généraux. Et on aura le retour d'une expérience de transmission dans un département voisin, celui du Chartres. Cet après-midi, on va changer de sujet d'une certaine manière. On va passer, vous savez, la protection de l'enfance. C'est ce champ qui va de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et on sait bien aujourd'hui que face à des jeunes ados en grande difficulté, on est souvent un petit peu démunis et surtout on s'aperçoit que ces jeunes demandent des prises en charge, des accompagnements qui soient plus partenariales. Et donc on verra ensemble cet après-midi comment développer ces éléments de partenariat entre acteurs autour de ces situations qualifiées de complexes. Et on finira la journée sur une table ronde. On essaie de réunir un certain nombre d'acteurs très larges, finalement, qui sont en lien avec ces jeunes ados à difficultés multiples, qu'on appelle parfois des incasables. Donc on va essayer de réunir et la NDPH, et l'Éducation nationale, et le Conseil général, et la PJJ, et le juge pour enfants, et j'en oublie, et des représentants d'établissements, pour voir un petit peu comment les acteurs arrivent à se coordonner sur le territoire pour accompagner ces jeunes. Mais je cède tout de suite la parole à Madame Collet, donc adjointe au maire de Bordeaux, qui vous fait l'honneur de nous accueillir sur Bordeaux. Merci. Merci Monsieur Damour. Oui, je viens vous souhaiter la bienvenue à vous tous. Bon, certains sont d'Aquitaine, mais il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent de Lyon, de Poitou-Charentes, qui n'appartient pas encore à la région Aquitaine, mais peut-être que les choses vont évoluer dans les mois ou les années à venir. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom d'Alain Juppé, qui porte un projet social que nous allons d'ailleurs projeter bientôt, le samedi 22 novembre à l'espace Darwin, là, puisque bien évidemment, Bordeaux est une belle ville, tout le monde nous le dit, mais derrière les murs, derrière les façades du 18e, il y a des gens qui vivent, et nous les élus, nous sommes très attentifs à la qualité du tissu social, à la qualité des liens entre nos concitoyens, et à venir, on passe nos soirées, nos semaines, nos journées à essayer d'apaiser un certain nombre de tensions, à mettre du lien social là où il n'y en a pas, et je crois que c'est vraiment le rôle des élus. Nous, on est, voilà, à Bordeaux en tout cas, très attentifs à ce tissu social. Moi, je suis adjointe au maire en charge de la petite enfance, mais aussi de la politique familiale et des parentalités. Je dis bien des parentalités avec un S. C'est un vaste sujet que vous allez investir aujourd'hui. Ça va de la petite enfance, effectivement, il y a des ados, et ça peut même aller jusqu'à la handiparentalité. Il y a une revendication actuellement sur les parents qui souhaitent, handicapés qui souhaitent aussi avoir des enfants. C'est un désir qui traverse tous les êtres humains, handicapés ou non. Et puis il y a aussi tout le domaine de la grand-parentalité. Donc vous voyez, le sujet de la famille est un sujet très vaste, et donc Alain Juppé me l'a confié. Je vous remercie, Monsieur Damour, d'avoir pris l'initiative, d'organiser ces journées d'échange autour de l'évaluation familiale et autour des adolescents vulnérables. Donc c'est des sujets qui comptent beaucoup, et je vous en dirai quelques mots pour nous à Bordeaux. Je rends hommage aujourd'hui à l'ensemble des professionnels de l'enfance, au tissu associatif et à toutes ces personnes dont l'investissement sur ce sujet est sans borne, parce que évidemment sur ces sujets, on est des professionnels, mais on est beaucoup plus que des professionnels. Et les élus que je suis,
On est aussi beaucoup plus que des élus quand on est confronté à des situations comme celle qu'on a vue mardi soir de ce bébé qui a été balancé à l'eau. Je ne sais pas si quelques Bordelais ont repéré ce fait divers qui est particulièrement bouleversant ces jours-ci à Bordeaux. Nous vivons dans une société civilisée, développée, démocratique, c'est-à-dire où toute personne a des droits, certes. La France est la 5e puissance mondiale, donc on n'est pas dans un pays misérabiliste, hein, et on a un système social qui est un modèle du genre, qui nous coûte cher, qui est tout à fait déficitaire en ce moment, mais ça va sans doute pas durer. Voilà. Pour autant, nous n'oublions pas qu'il y a en France quand même plus de 2 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, 2 millions d'enfants. Et que les problématiques nouvelles et de plus en plus complexes se développent dans ce monde en mutation. On est dans une mutation quand même assez profonde, assez brutale, assez rapide. Crise économique, crise environnementale, crise de l'éducation, mais aussi crise, sur le fond, crise du sens de notre société, hein, et crise de la transmission. Quelle culture on a à transmettre et comment on la transmet. Et puis la diversité culturelle qui peut aussi être une source de tension dans certains quartiers, dans certains milieux. Donc votre matinée va être consacrée aux droits des personnes, à une évaluation de qualité des situations familiales. Comment faire une évaluation de qualité des situations familiales? Alors c'est vrai que tous les acteurs doivent avoir un regard sur ces fameuses situations familiales, et nous, municipalité, on est en charge en particulier des crèches. Sur Bordeaux, on a 68 crèches, hein, c'est quand même... voilà, et toutes les crèches sont tenues dirigées plutôt par des éducatrices de jeunes enfants, des puéricultrices diplômées, dont la formation est de savoir repérer les situations familiales tendues, faire ce qu'on appelle le fameux soutien à la parentalité, et éventuellement des signalements quand la situation l'exige. On a aussi plus de 1000 assistantes familiales qui ont une formation, c'est le Conseil général qui les forme, elles sont des professionnels, et c'est une filière que nous on cherche à promouvoir, parce que c'est souvent des femmes de grande qualité humaine, et elles n'ont pas un diplôme extrêmement bien reconnu, elles n'ont pas encore... mais enfin, bon, c'est des assistantes familiales qui sont auprès des familles, auprès des femmes qui travaillent, auprès des hommes aussi qui ont des familles qui ont besoin d'être soutenues. Et on a surtout, et ça on a mis quand même un certain nombre d'années à le mettre en place, vous voyez, il faut 10 ans pour lancer un module sur une comète, mais nous on a mis, oui, moi ça fait à peu près 10 ans que je parle d'un réseau de lieux d'accueil et d'accueil et, je cherche le terme maintenant, d'accueil par enfant, ouais, enfant par, voilà. Les lieux d'accueil par enfant, on en a eu quelques-uns comme ça, petit à petit, à l'Olive, à la Chèvre, etc. Et puis on a regardé sur l'ensemble de la ville, on a essayé de voir les zones blanches, les quartiers où il n'y avait absolument pas de lieu de soutien à la parentalité, mais en particulier un quartier entre guillemets bourgeois à Bordeaux qui s'appelle Codéran n'avait aucun lieu de soutien à la parentalité, comme si les familles d'un bon niveau, d'une bonne catégorie sociale n'avaient pas besoin elles aussi de lieux de soutien à la parentalité. C'est intéressant de le penser. Bien sûr que oui, elles en ont besoin comme tout le monde. Et donc on a eu aussi il y a 10 ans une intuition, ça on n'a pas quand même mis trop longtemps à l'obtenir parce que le maire était vraiment porteur sur ce dossier. On a fait une structure qui s'appelle la Parentèle, un lieu d'accueil anonyme, gratuit, où les personnes, enfin les familles, il suffit pour pousser la porte d'être l'enfant de quelqu'un. Vous voyez, ça concerne je pense tout le monde. Et on vient s'installer à la Parentèle et on peut déposer ses valises, ses soucis, ses questions. On peut crier sur son enfant, personne ne vous juge, on dit simplement que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. C'est un lieu assez magique, si certaines personnes veulent franchir la porte, n'hésitez pas, parce que c'est assez indescriptible, et il y a quand même 17 000 accueils par an, ce qui prouve que les gens y trouvent leur compte, parce que s'ils y vont, c'est qu'ils trouvent une écoute tout à fait particulière et absolument pas jugeante. On a aussi quelque chose d'assez original à Bordeaux qui s'appelle le Café des Pères, c'est-à-dire que c'est un café qui a lieu tous les lundis soirs au Centre social Saint-Pierre, qui est porté par la Caisse d'allocation familiale et par un psychologue de la municipalité de Bordeaux. C'est un lieu où les pères qui sont en séparation ou qui sont privés de leurs enfants et qui sont dans une grande violence psychologique peuvent aller se retrouver entre hommes. Il n'y a que des hommes, il y a peu d'endroits où il n'y a pas de mixité de genre, mais il y en a là, c'est à Bordeaux, ça s'appelle le Café des Pères, et les hommes entre eux peuvent dire « moi je ne supporte plus, elle m'a fait ci, elle m'a dit ça ». Bon, il y a évidemment une médiation pour qu'on puisse apaiser, mettre des mots, trouver des interlocuteurs pour ces hommes qui sont démolis par les événements familiaux qu'ils ont vécu. On a aussi quelque chose de spécifique dans notre contrat local de santé à la ville de Bordeaux. On a une fiche action, comme on dit dans notre
notre jargon, autour du soutien à la parentalité, mais autour de la naissance, repérer avant la naissance, des lieux qui permettent d'accueillir les jeunes accouchés avec leurs nouveau-nés qui sont un peu perdus dans leur nouvel état de vie et qui sont des fois un peu écrasés par ça. Donc l'accompagnement périnatal, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a porté avec toutes les maternités de Bordeaux. Toutes les surveillantes de toutes les maternités de Bordeaux ont fait un travail absolument extraordinaire. Voilà, donc cette politique familiale, on la porte, et donc depuis avril dernier, il y a une direction politique familiale à la ville de Bordeaux, et je crois que c'est un signe, un symbole que cette politique familiale, on la pense et on la porte, et elle a de l'intérêt pour nous. Alors les travaux de cet après-midi que vous allez effectuer ensemble porteront donc sur les ados en difficulté. Alors les ados, c'est autre chose, hein. Les ados, c'est pas une compétence ville, hein, en tout cas pas de façon officielle. Hein. Ces ados que vous dites incasables, aux problèmes multiples et intriqués, vous allez essayer de les comprendre, de réfléchir à toutes ces situations. Alors, est-ce que ce sont des délinquants? Et à ce moment-là, ils relèvent pour une ville du Conseil local de prévention de la délinquance. Est-ce que ce sont des enfants un peu en difficulté, finalement, des mineurs en difficulté? À ce moment-là, c'est le CCAS qui est plutôt en charge de ces problèmes. Est-ce que c'est la souffrance psychique? Et alors là, on a tous les lieux d'accueil de la souffrance psychique qui sont dans le Conseil local de santé. Enfin, on voit bien, il y a aussi, donc s'ils sont en rupture de scolarité, on voit bien qu'il y a aussi l'éducation nationale et l'IEN qui est en charge de ces dossiers sur Bordeaux avec nous. Bon, on voit bien que les enfants sont multiples et que leurs problématiques et que les difficultés de leur famille peuvent être multiples. Alors comment on voit la politique en faveur des ados à Bordeaux? On avait commandé, nous, un audit sur la politique en faveur de cette tranche d'âge quand même très particulière à Bordeaux en 2008, et on nous avait fait remarquer que les ados, ils ne souhaitaient pas des activités où ils allaient s'inscrire, donc ça ne marche pas. On nous a dit que ce n'était pas ce qu'ils attendaient, et ce n'est pas ce vers quoi ils se tournaient. Ils aiment au contraire se retrouver dans des espaces publics qui sont mis un peu à leur disposition. Alors j'en cite par exemple quelques-uns à Bordeaux, le parc des sports Saint-Michel, où on peut aller faire tout un tas de matchs de foot, de rugby et compagnie. On a aussi le skatepark, hein, qui est très très utilisé le dimanche, des fois pléthore, et surtout à des heures, hein, c'est souvent le soir. Qui se retrouvent sur le skatepark ou le parc des sports. Et puis évidemment les quais, hein, l'espace public des quais, où ils vont pique-niquer, où ils vont boire un coup, quoique l'alcool est interdit. Sur les quais jusqu'à des fois tard, en particulier les soirs d'été, ils font des activités, ils montent sur des fils, ils font du jonglage, ils font plein de choses ensemble. Et évidemment, on ne s'inscrit pas à ce genre de choses, on se retrouve avec les réseaux sociaux. Donc vous voyez qu'une ville peut quand même promouvoir un certain nombre de lieux, et bon, il y a aussi quand même des lieux où on ne s'inscrit pas, mais où ils sont vraiment très très heureux de se retrouver. C'est la Rock School Marley, où on leur propose de la musique, de faire la musique ensemble. Et on a aussi un centre qui s'appelle le Centre Argonne, sur lequel il y a des cultures urbaines, de la capoeira, des écoles de graphes, etc. Donc c'est vrai que les ados se tournent plus volontiers là. Mais aucune maison de quartier n'a réussi à fidéliser un groupe d'ados, ça c'est quelque chose qui fonctionne assez mal. Donc on voit bien que dans aucune collectivité, il y a la compétence ado. Et pourtant, il est clair que c'est la ville et ses quartiers, et c'est tout de même cet échelon de proximité qui nous permet de mieux appréhender comment les adolescents vivent dans une ville. Hein. Et donc c'est cet échelon de proximité où on peut et où on doit surtout repérer assez rapidement une personne en difficulté. Donc nous avons le CCAS, le Conseil local de prévention de la délinquance, on a le Conseil local de santé, on a le service de l'éducation, mais il se trouve que pour l'éducation en particulier, la compétence de la ville s'arrête à l'élémentaire, et dès lors qu'on s'adresse au collège ou au lycée, c'est plutôt le Conseil général et le Conseil régional. Donc on voit bien les limites des actions qu'on peut lancer, hein, qu'une collectivité peut lancer, ou que vous-même vous pouvez lancer. Si on agit seul, on ne va quand même pas très très loin. D'où l'intérêt de réunions comme celle d'aujourd'hui. Hein. L'enjeu, c'est de créer des réseaux, où bien sûr on apprend à se connaître, et que toutes ces instances, finalement, elles ont un petit regard, et qu'en croisant tous ces regards, on arrivera à dégager des choses intéressantes pour ces familles et ces enfants fragiles. Mais surtout, créer des réseaux, c'est bien, mais après, il faut les animer, il faut les structurer, il faut les pérenniser. C'est-à-dire qu'au-delà de la personne qui a porté avec toute son énergie
le fameux réseau, eh bien, il faut organiser les choses et donc créer un cercle d'attention autour de ces familles, ce cercle d'attention qui fait qu'une société tourne bien et qu'il n'y a pas des laissés pour compte et qu'il n'y a pas des personnes fragiles qui basculent dans la catastrophe. Voilà, donc ce cercle d'attention, vous êtes en train de le constituer et votre réflexion à tous va permettre de nourrir ce débat capital pour l'avenir de notre société. Je suis convaincue qu'elle sera riche, votre réflexion, riche en échanges, et vous permettra d'avancer sur les méthodes et sur les moyens à mettre en place pour une meilleure communication et une prise en charge de ces enfants et de ces ados en difficulté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Collet. Nous avons tâché de suivre vos conseils. On va installer l'ordinateur et on va appeler Mme Robin et Mme Milani pour notre séquence sur la question d'évaluation des situations familiales, histoire d'avoir un premier regard, on va dire, universitaire sur cette question. En fait, c'est deux universitaires finalement, mais une qui connaît bien le système français, l'autre qui connaît le système italien. On va avoir deux approches différentes. Madame Robin, vous avez une copie ? Aujourd'hui, donc, pour parler de la question de l'évaluation des situations familiales en protection d'enfance. Donc, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est-Créteil. Je coordonne un Master 2 en intervention sociale et politique sociale et un diplôme universitaire de protection d'enfance, donc un DU. Et par ailleurs, donc, je fais des recherches et en ce moment, j'ai fait ma thèse sur l'évaluation des situations familiales. Et en ce moment, je travaille sur une recherche qu'on appelle paritaire, c'est-à-dire qui associe des jeunes qui sortent du dispositif sur la question de la transition à l'âge adulte après une mesure de protection de l'enfance. Alors, la thématique de ce matin, on porte sur la question de l'évaluation, et finalement, c'est une question qui on peut le voir au travers de différentes actualités, a pris une importance particulière. Et elle marque peut-être l'entrée de la protection de l'enfance dans ce qu'on peut appeler la société du risque, c'est-à-dire une société où on se focalise sur les risques encourus par les enfants et les familles. Et finalement, on voit que l'attention médiatique et l'attention des médias s'est déplacée progressivement. Au début, elle portait beaucoup sur les auteurs de violences, puis elle a porté sur les victimes de violences, et en ce moment, elle porte plus sur les professionnels qui sont finalement sous le feu de la rampe à chaque événement médiatique, quand un enfant est balancé à l'eau ou lors d'un procès, par exemple, sur la mort d'un enfant comme Marina, ou dans différentes occasions. Et finalement, l'attention porte moins sur les parents, sur les auteurs ou sur les enfants, mais sur les professionnels et sur la manière dont ils ont évalué ou pas la situation. J'imagine que vous avez pas mal de situations en tête, médiatiques, où on dit mais qu'a fait l'assistante sociale, pourquoi l'assistante sociale en a parlé avec l'éducateur, pourquoi l'école n'était pas au courant, etc. etc. C'est-à-dire que la focale elle est toujours portée sur le professionnel, comme si le professionnel pouvait évaluer toutes les situations avec zéro risque, zéro défaut, un peu comme le système qualité dans l'industrie. Et donc on voit que le déplacement de la focale s'est opéré, et finalement c'est le professionnel qui est au cœur de l'évaluation, et peut-être que c'est lui qui est au cœur du risque. J'avais un éducateur qui me disait pendant que je faisais ma thèse, finalement, danger, risque, est-ce que ces termes sont les bons termes ? Quand on va en montagne, s'il y a une pierre, c'est un risque d'éboulement, le danger c'est la pierre, et le risque c'est si je prends ou je ne prends pas. Et l'évaluation c'est un peu ça, le danger il est extérieur, mais le risque c'est est-ce que je prends le risque ou pas de laisser cet enfant dans cette situation ou pas. Et si l'évaluation est donc fait l'objet de toutes les attentions aujourd'hui, on peut penser que c'est parce qu'elle est porteuse d'enjeux forts, à la fois au niveau individuel mais aussi au niveau collectif. Alors au niveau individuel, on pense tout de suite à l'évaluation comme support dans l'orientation, comme support de la prise en charge, donc comme support pour trouver la meilleure orientation pour les familles.
Au niveau individuel, c'est aussi lourd de conséquences pour les professionnels. Il y a des travaux qui ont montré qu'on ne statue pas sur les situations de la même manière en fonction des cas antérieurement connus. C'est-à-dire, par exemple, si dans un service, il y a eu, par exemple, un événement dramatique, une mort d'enfant accidentelle, par exemple, sur les autres situations qui vont arriver après, les décisions vont se prendre différemment. Donc il y a des enjeux forts individuels à la fois pour les familles, mais aussi pour les professionnels. Parfois des enjeux de pouvoir aussi, entre qui porte la bonne parole. Est-ce que c'est l'éducateur? Est-ce que c'est le psychologue? Est-ce que c'est le chef de service? Est-ce que c'est le coordonnateur? Est-ce que c'est la TISF? Est-ce que c'est la famille d'accueil? Donc qui est légitime aussi dans l'évaluation. Mais il y a aussi des enjeux forts au niveau collectif, et donc pas seulement au niveau des collectifs, des équipes, de professionnels, mais aussi au niveau sociétal, puisqu'on peut penser que l'évaluation vient mettre en tension différents registres de droit, et notamment le droit à la vie privée qui s'oppose aussi au droit à la protection, c'est-à-dire qui est légitime pour intervenir dans la sphère familiale, au nom de quoi, et par rapport à un autre droit qui est celui du droit à la protection de l'enfant. Alors tout le monde le sait, mais je le rappelle, finalement, ça a été très tardif la pensée que l'État était légitime pour intervenir dans la sphère privée, pour mettre fin à un déséquilibre des droits au niveau de la sphère familiale. Et une autre tension qui est très à l'œuvre dans l'évaluation, c'est la question de l'opposition. D'ailleurs, on peut se poser la question si on peut l'opposer, en tout cas, je proposais dans un premier temps de l'opposer, entre les droits des parents d'une part et les droits de l'enfant d'autre part. C'est-à-dire que les situations évaluatives mettent en tension deux référentiels qui parfois opposent les professionnels avec un référentiel centré sur l'enfant ou un référentiel centré sur les parents. À tel point que parfois ça peut produire à des incompréhensions, notamment quand plusieurs équipes travaillent sur la même évaluation. Par exemple, entre les professionnels de l'AEMO, qui vont plus avoir en charge la question de la parentalité, l'évaluation de la parentalité, et par exemple les professionnels qui ont en charge l'enfant dans le cadre par exemple d'une prise en charge en pouponnière. Avec parfois du coup des incompréhensions, puisque finalement chacun porte la vision d'une partie, d'une des parties, et du coup, selon là où on se place, vous savez qu'on n'a pas la même vision selon là où on se place, selon la focale que l'on porte. Et finalement, l'évaluation suscite beaucoup de passion. On pourrait même dire que c'est un sujet qui suscite à la fois c'est un sujet un peu à deux visages, comme le visage de Janus, qui suscite à la fois pléthore de craintes et en même temps qui suscite aussi toutes les fascinations, qui est support à toutes les illusions finalement. Alors du côté des craintes, et je pense que c'est des craintes qui sont un peu estompées avec le temps, mais en tout cas, quand j'ai commencé à travailler dans le cadre de ma thèse sur l'évaluation, on voyait que c'est un sujet qui était très crispant. Je me souviens, à l'époque où je travaillais au CRAI-Rhône-Alpes, on allait faire des formations avec un collègue psychologue sur un référentiel, et au départ, on nous a traité de Sarkozy, alors ça ne m'a pas beaucoup plu. Là, c'est pour la plaisanterie, mais c'est pour montrer un peu l'état des crispations à l'époque sur ce sujet. Et donc, du côté des craintes, il y a la crainte, par exemple, pour les familles de l'étiquetage. On écrit un rapport sur moi. Est-ce que je vais correspondre à ce rapport? Pour les professionnels, il y a la crainte que par l'évaluation, on va venir aussi regarder leur pratique. Finalement, on évalue plusieurs personnes dans l'évaluation. On évalue la famille, mais on évalue aussi la manière dont l'évaluation est produite. Donc on évalue aussi les pratiques des professionnels. Pour un service, ça peut être la crainte finalement d'un nouveau management, la crainte de nouvelles normes qui viennent aussi imposer de l'extérieur une lecture du social qui n'est pas toujours la lecture qui est présente dans l'accompagnement. Et puis, dans le même temps, l'évaluation, elle suscite beaucoup de fascination. Parfois, on peut penser que parce qu'on va avoir un outil ou parce qu'on va avoir une formation, on va pouvoir apaiser toutes les tensions. Notamment qu'un outil d'évaluation va pouvoir permettre, par exemple, de régler les conflits entre les pro-parents ou les pro-enfants. Et parfois, on peut se demander si on n'attend pas trop de l'évaluation. C'est-à-dire que si on ne s'illusionne pas en se disant est-ce que l'évaluation va pouvoir résoudre toutes les questions. Il y a un très bel ouvrage, peut-être que vous le connaissez, c'est un tout petit ouvrage très court à lire de Milner et Milner qui s'appelle « Voulez-vous être évalué ?» Et il montre que finalement, dans l'évaluation, il y a cette illusion aussi qu'on pourrait avoir réponse à tout. C'est-à-dire que parce qu'on va évaluer, parce qu'on va diagnostiquer, on va pouvoir aussi apporter une solution. Alors parfois, on peut évaluer, on peut diagnostiquer, et pour autant, la solution n'est pas immédiate. Donc l'évaluation, elle est porteuse de beaucoup d'illusions, beaucoup de fascination. Et on en reparlera par la suite, mais aussi on pourrait aussi essayer d'aborder l'évaluation un peu dans sa limitation, c'est-à-dire pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle permet,
et pas forcément dans une superpuissance de l'évaluation avec une croyance fascinée dans la technique évaluative. Alors justement, qu'est-ce qu'est l'évaluation et qu'est-ce que c'est l'évaluation? Alors pour Jean-François Bernoult, l'évaluation c'est un puissant antidote à l'empressement qui brouille l'analyse. C'est-à-dire l'évaluation c'est se dire on va marquer un temps d'arrêt et on ne va pas aller tout de suite dans l'action. Et cette évaluation, elle va reposer sur un triptyque. L'évaluation c'est porter un regard sur le passé, mais ce n'est pas seulement rester dans le passé l'évaluation. L'évaluation c'est aussi avoir une analyse prospective de l'avenir pour parvenir à une action plus pertinente dans le présent. Donc finalement, l'évaluation, ça suppose toujours 3 temps, c'est-à-dire avoir un regard sur le passé, regarder vers l'avenir, pour définir dans le présent l'action la plus pertinente à prendre. Ça vaut pour l'évaluation des situations familiales, mais pour toute forme d'évaluation au final. Et puis, dans l'évaluation, il y a aussi l'idée d'une démocratisation de la décision. Tout le monde, tout à chacun, dans notre vie quotidienne, on évalue les produits au supermarché. Est-ce que je prends les yaourts comme ci et les yaourts comme ça, avec des critères implicites ou explicites. Est-ce qu'ils sont plus jolis? Est-ce que mes enfants vont les aimer? Est-ce qu'ils sont plus meilleurs à la santé? Donc on a des critères implicites, des critères explicites. On est aussi évalué tout le temps, en permanence, dans les situations professionnelles, dans l'entretien professionnel d'évaluation. Par exemple, nos enfants, quand ils vont, par exemple, poursuivre des questions de formation. Donc on est toujours évalué, tout à chacun on est évalué en permanence. Mais ce qui est très frustrant, c'est de ne pas avoir finalement les critères sur lesquels repose l'évaluation. Par exemple, si on vous refuse dans une formation, si on vous refuse un emploi, si vous ne savez pas pourquoi vous avez été refusé, sur quels critères vous êtes refusé, finalement c'est très frustrant. Et du coup, dans l'idée d'une évaluation explicite, il y a aussi l'idée de démocratiser la décision en se mettant d'accord finalement sur les critères sur lesquels repose l'évaluation. Et ça, je crois que c'est un enjeu fort avec les familles, savoir finalement sur quoi ils sont jugés et à partir de quels critères ils sont jugés, parce que quand on met à plat les critères, on peut aussi les discuter. Par exemple, il y avait une expérience qui a été faite avec des parents qui étaient amenés à discuter d'un référentiel d'évaluation en protection de l'enfance. Et il y avait un des critères, est-ce que la mère est présente aux différents temps de l'enfant et est-ce qu'elle va les chercher à l'école? Et une des mères disait, mais moi je ne peux pas aller les chercher à l'école, quand ils sortent de l'école, moi je suis au boulot et c'est pas possible. Donc vous voyez qu'en explicitant les critères, ça c'est un critère simple, mais en explicitant les critères, on peut aussi les discuter et voir si finalement ces critères ne sont pas liés à des représentations soit subjectives d'un individu, soit d'un groupe d'individus, soit d'un collectif, soit d'une institution, mais ce n'est pas forcément des représentations partagées avec toutes les familles. Et donc, qu'est-ce que ça suppose l'évaluation? Ça suppose toujours, finalement, qu'elle soit implicite ou explicite, ça suppose toujours de mettre en parallèle 2 éléments, ce qu'on appelle un référé, c'est-à-dire ce qu'on va évaluer par rapport à un référentiel. Et donc, l'évaluation, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit implicite ou explicite, c'est toujours mesurer un écart par rapport à une norme. Donc dans l'évaluation, il y a toujours l'idée de la situation telle qu'elle est et la situation idéale, et on évalue toujours une situation par rapport à la situation idéale. Après, on peut définir la situation idéale de différentes manières. La situation idéale, ça peut être l'absence de violence, ou la situation idéale, ça peut être le bien-être. Donc vous voyez, selon la manière dont on l'a définie, l'évaluation ne sera pas la même. Mais pour autant, qu'elle soit implicite ou explicite, c'est-à-dire qu'elle repose sur un référentiel ou qu'elle repose sur un entretien individuel, dans l'évaluation, il y a toujours l'idée de mesure d'un écart par rapport à un idéal, par rapport à une norme et donc par rapport à un référent. Et donc, dans l'évaluation, il y a toujours l'idée de mesure par rapport à une lecture du monde. Ça, c'est très important. Vous savez, souvent, on vous dit « Ah, mais l'évaluation, c'est objectif. Vous voyez, ma grille, elle est objective, elle est claire, elle suppose... Tout le monde est d'accord. » Mais non. Une grille, ça suppose toujours une lecture du monde, ça suppose toujours une conception de la famille, une conception de l'enfant, une conception de la parentalité, une conception des attendus par rapport aux parents, des attendus par rapport à l'enfant. Donc une grille, elle n'est jamais objective, elle est toujours porteuse d'une lecture particulière du monde, et donc autant que cette lecture soit partagée. Et enfin, évaluer, ça suppose toujours attribuer un jugement de valeur.
Et quand je dis un jugement de valeur, ce n'est pas dans le sens négatif du terme, c'est attribuer une valeur à une situation. D'ailleurs, dans la notion d'évaluation, il y a la notion de value et donc la notion de valeur. Et c'est bien ce qui pose problème aussi dans le travail social, c'est qu'on n'aime pas trop attribuer une valeur à une situation. On n'aime pas trop catégoriser une situation. Et pourtant, évaluer, ça aboutit bien à ça, c'est-à-dire, est-ce que l'enfant est maltraité ou pas? Quel type de maltraitance? Quel type de violence, etc. Il faut bien attribuer à une situation qui était complexe, à une situation qui était difficilement valable, une valeur, et donc il faut bien catégoriser. Et enfin, ce qui rend l'évaluation encore plus complexe, c'est que l'évaluation, c'est jamais une science exacte, hein, on n'est pas dans le domaine de la science pure, et donc l'évaluation, ça reste toujours une approximation. C'est-à-dire que c'est toujours une image, un instant T, d'une situation, une photo, mais cette photo, elle n'est pas avec des pixels très précis. Alors si on en vient maintenant à la question de l'évaluation des situations familiales, donc on peut considérer, si on reprend la définition de Paul Dunning, que l'évaluation c'est un processus qui vise à déterminer dans quelle mesure le bien-être de l'enfant est menacé. Et l'évaluation, elle peut se situer à différents temps, elle peut se situer avant ou après une mesure ou en cours de mesure. Et dans l'évaluation, on se situe toujours dans un acte relationnel, et cet acte relationnel, il est à plusieurs niveaux. L'évaluation, elle se construit toujours dans la relation avec la famille, parfois avec l'enfant, pas toujours, mais elle se situe aussi toujours dans un contexte relationnel, dans un collectif de travail. Et parfois, dans ces collectifs de travail, se jouent des choses qui relèvent plus, pour Philippe Jaffé, donc un chercheur en Suisse, de la danse indisciplinée que de la pratique rigoriste. C'est-à-dire que finalement, dans cette évaluation, ça va être rarement une évaluation que dans une situation intra-individuelle, entre un travailleur social et une famille. Ça va plutôt être une danse d'institution, si on peut prendre l'image de la danse, plutôt une danse d'institution autour d'une situation. Et cette danse, elle est rarement coordonnée, elle est rarement disciplinée. C'est pas un tango, c'est plutôt une danse elliptique et non coordonnée, parce que chaque institution va avoir ses propres références, va avoir sa propre focale, et chaque institution va avoir ses propres valeurs et donc sa propre manière d'aborder cette situation. Alors par ailleurs, l'évaluation c'est devenu aussi une obligation légale qui a été renforcée notamment dans la loi du 5 mars 2007 à l'article 19 qui fait de l'évaluation finalement un préalable avant toute prestation. Et qui fait de l'évaluation aussi un support à la définition du projet pour l'enfant, qui peine à être mis en place dans les conseils généraux, et qui fait aussi du conseil général finalement le responsable premier de l'évaluation, qui prend le rôle de chef de file dans la coordination de ces évaluations. Dans la loi du 5 mars 2007, il y a la question aussi de la collégialité, de la pluridisciplinarité de l'évaluation, notamment par la mise en place de cellules, même si ces cellules ont été mises en place de manière très différente selon les départements, permettant à certains départements effectivement une logique collégiale, et pour d'autres départements, la cellule c'est une personne, donc elle peut être collégiale mais, par rapport à elle-même. Et puis, dans la loi du 5 mars 2007, il y a l'idée aussi du partage d'informations et l'idée aussi d'améliorer la formation pour l'évaluation. Par ailleurs, dans la loi du 5 mars 2007, les finalités de l'évaluation sont aussi réinterrogées, puisque cette loi vient recentrer la focale sur l'intérêt de l'enfant, les besoins de l'enfant, la notion de développement qui est introduite pour la première fois en France en 2007. Donc, certes, on n'est pas un pays, j'aime pas trop l'expression qui est utilisée, misérabiliste, mais quand on voit qu'en France, la notion de développement de l'enfant a été introduite dans une loi de protection de l'enfance en 2007, donc ça peut quand même rester interrogateur. Et dans la loi du 5 mars 2007, il y a aussi la question de la préservation des liens d'attachement de l'enfant et notamment la continuité du parcours de vie, même si le danger reste le critère d'intervention. Alors, peut-être que vous l'avez vu passer, il y a aussi une autre réforme en cours, donc, par l'intermédiaire d'une proposition de loi qui est portée par Huguette Dini et Michel Meunier. Et dans cette proposition de loi, qui va être débattue prochainement donc au Sénat, la question de l'évaluation aussi est renforcée avec l'idée d'un rapport d'évaluation tous les 6 mois pour les mineurs de moins de 2 ans et surtout un rapport d'évaluation qui est précisé
puisque les domaines de l'évaluation sont dans cette proposition de loi définis, avec la question de la santé de l'enfant, sa scolarité, mais aussi la question d'évaluer tous les liens de l'enfant, c'est-à-dire évaluer pas seulement les liens de l'enfant avec ses parents biologiques, mais aussi évaluer les liens sociaux que l'enfant construit au cours de son accueil, notamment avec ce qu'on appelle les parentés quotidiennes, c'est-à-dire les personnes qui accueillent l'enfant dans son quotidien. Et donc l'idée que le rapport d'évaluation doit certes montrer l'évolution des rapports de l'enfant avec ses parents biologiques, mais aussi montrer quel lien d'attachement crée l'enfant au cours de son accueil. Et par ailleurs, ce qui est renforcé aussi dans cette proposition de loi, c'est l'idée de participation de l'enfant à l'élaboration du projet pour l'enfant, puisque pour l'instant, vous savez que tel qu'il s'est écrit dans la loi du 5 mars 2007, c'est que les parents co-signent le projet pour l'enfant et le projet pour l'enfant est seulement porté à la connaissance de l'enfant. Alors peut-être pour des petits-enfants ça suffit, mais pour des adolescents par exemple en difficulté multiple, ce qu'on va voir cet après-midi, peut-être quand on ne fait que leur porter à la connaissance un projet établi pour eux sans eux, peut-être que ça pose plus de problèmes. Et donc du coup dans cette proposition de loi, il y a aussi l'idée d'une co-construction du projet pour l'enfant avec l'enfant. Alors même si l'évaluation est devenue une obligation légale, elle est pour autant l'objet de positionnements assez conflictuels et de nombreuses controverses. Parmi les controverses, il y a une controverse qui avait été très forte, c'est est-ce que l'évaluation doit être objective ou est-ce que l'évaluation doit être subjective? Alors quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, les professionnels que je rencontrais à cette époque-là hurlaient quand je parlais d'évaluation objective. Et maintenant c'est l'inverse. Quand on parle, j'ai l'impression qu'on ne peut même plus parler d'évaluation subjective, c'est là qui se fait à hurler. Alors du coup, il faut trouver un équilibre entre ces deux concepts. Et peut-être qu'on peut se dire que l'évaluation objective c'est une illusion, l'évaluation subjective c'est une nécessité, et que du coup on peut être plutôt dans la subjectivation ou dans l'objectivation des subjectivités, c'est-à-dire comment finalement partager nos différentes subjectivités, parce qu'on est tous des êtres subjectifs, les familles sont subjectives, les enfants sont subjectifs, les professionnels sont subjectifs, les chercheurs sont subjectifs, et donc plutôt comment on peut objectiver nos différentes lectures du monde, comment on peut les partager, comment on peut les croiser, et en les croisant, peut-être qu'on va arriver à un petit peu d'objectivité parmi toutes nos subjectivités. Une autre opposition dans l'évaluation, c'est est-ce que l'évaluation elle doit être récapitulative, c'est-à-dire est-ce qu'on doit ramasser des faits, rassembler des preuves, ou est-ce que l'évaluation elle doit être formative, c'est-à-dire partagée par un collectif. Et dans ce collectif, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que dans ce collectif, il y a le psychologue? Est-ce que dans ce collectif, il y a le chef de service? Est-ce que dans ce collectif, il y a les éducateurs? Est-ce qu'il y a les assistantes sociales? Est-ce qu'il y a les ISF? Est-ce qu'il y a les familles d'accueil? Mais les familles d'accueil, en fait, c'est des professionnels ou pas? Donc, qui est légitime pour parler dans... Je suis volontairement un petit peu... donc, qui est légitime pour parler dans ce collectif? Est-ce que les familles, elles sont légitimes aussi pour parler de leur propre situation? Est-ce que l'enfant, il a le droit d'y être dans ce collectif? J'avais fait un entretien avec une jeune fille qui me disait... Ils vont discuter de ma situation, mais moi j'aimerais bien y être, parce que vu que c'est ma situation, j'aimerais bien avoir ma part d'avis. Donc, qui est légitime dans ce collectif pour parler en fait? Et ces conflits, finalement, ils se cristallisent autour des instruments d'évaluation, avec parfois des positionnements assez tranchés pour ou contre les instruments, alors que finalement, les instruments, c'est que des instruments, et l'important, c'est comment on utilise ces instruments. Quelle lecture du monde portent ces instruments? Comment ils ont été construits? Comment ils sont utilisés? Comment ils sont triangulés avec d'autres approches? Et comment on construit une approche de l'évaluation qui soit à la fois subjective et objective, partagée avec les familles, mais aussi dans un collectif de professionnels. Et donc finalement, ce qui importe, c'est la démarche évaluative, c'est-à-dire la manière dont on construit le processus évaluatif. Et on peut penser avec Emily Monroe, qui est une chercheuse d'Angleterre, que finalement la subjectivité et l'objectivité sont le continuum d'une même pensée, c'est-à-dire que la démarche évaluative, elle se construit à partir de ces deux piliers, c'est-à-dire à partir de ce que je suis, à partir de ma propre subjectivité, mais à partir de comment je vais croiser ma subjectivité dans un contexte collectif et donc comment je vais l'objectiver. Souvent, l'exemple que Paul Birnbaum, donc l'ancien directeur de l'Observatoire
relationnelle de l'enfance en danger aime bien citer. C'est l'expérience qu'ils avaient fait en Angleterre. Ils envoyaient des jeunes filles nounous aller garder des enfants dans des familles un peu en difficulté. Et donc ces jeunes filles qui n'étaient pas du tout formées, qui n'avaient pas de formation, qui n'avaient pas de travailleuse sociale, qui n'avaient pas de connaissances particulières sur l'enfant ni sur la maltraitance, parfois elles revenaient de visite en disant bah là j'ai un petit, enfin de visite, pardon, excusez-moi, c'est un mauvais terme. Elles revenaient de la garde des enfants et elles disaient bah là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a mis mal à l'aise, je sais pas, je n'étais pas très à l'aise, il y a quelque chose qui m'a titillé, et elles en parlaient à un professionnel. Le professionnel allait faire l'évaluation. Et souvent, il y avait une corroboration entre ces deux approches, ces deux jugements, celle de la jeune fille qui n'était pas formée et celle du professionnel qui venait avec une batterie d'outils, qui venait avec son regard de professionnel et qui évaluait la situation comme relevant d'un danger pour l'enfant. Vous voyez, entre le tout subjectif et l'objectivation, finalement, parfois on arrive au même résultat. L'important, c'est aussi de pouvoir faire dialoguer ces deux formes de connaissances. Alors, avant de parler de comment résoudre les tensions dans l'évaluation, on peut aussi essayer d'identifier ce qui fait problème dans l'évaluation. Donc, un des premiers problèmes de l'évaluation, c'est la subjectivité, qui est à la fois l'obstacle pour évaluer la situation, mais qui est aussi la nécessité, puisque c'est notre seule manière d'être au monde, d'être subjectif. Un autre problème dans l'évaluation, c'est la question de ce que Heidegger appelle la situation latente, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore advenu. C'est-à-dire que vous êtes souvent amené à, enfin je ne sais pas si dans la salle il y a beaucoup de professionnels qui réalisent des évaluations, vous êtes finalement souvent amené à évaluer des situations, mais dans ces évaluations, tout peut basculer en quelques minutes, tout peut basculer en quelques instants, et donc comment évaluer une situation qui n'est pas encore advenue finalement. Donc c'est ce qu'on appelle la situation latente, c'est-à-dire la situation qui ne s'est pas encore transformée. Un autre problème dans l'évaluation, c'est que maintenant on a de plus en plus cette idée ou cette injonction qu'il faudrait faire participer tout le monde à l'évaluation, mais finalement comment produire des évaluations partagées dans un contexte qui est à la fois inégalitaire et contraint. Et les inégalités, elles sont multiples, ça peut être des inégalités de jugement entre professionnels. On sait que, alors c'est un peu cliché de dire comme ça, mais la parole d'un psychologue n'a pas la même valeur que la parole d'une TISF. La parole de la famille d'accueil n'a pas la même valeur que la parole de l'éducateur qui vient faire la visite annuelle. Et de la même manière, comment faire participer des enfants qui se situent dans une position d'inégalité à deux titres. Inégalité parce qu'ils sont face à des adultes, face à un collectif d'adultes, donc ils sont dans une position de minorité, et inégalité parce qu'ils sont face à un collectif d'adultes professionnels par rapport à la situation d'être en situation d'usage des services sociaux. Et par ailleurs, c'est un contexte aussi contraint, dans le sens où les personnes n'ont pas toujours le choix du recours à l'aide, mais se situent plutôt dans une situation de recours contraint à l'aide. Et enfin, un dernier point qui me tient à cœur, c'est comment mener une évaluation avec cet enfant qui est à la fois même et autre. C'est-à-dire qu'il est même parce qu'il est même par son humanité, sa même humanité, et en même temps, il est autre parce qu'il y a un mode de raisonnement qui est différent de celui de l'adulte. Et donc, comment prendre en compte ce mode de raisonnement qui a aussi toute sa rationalité. Il n'est pas irrationnel, l'enfant, mais il a une rationalité qui lui est propre. Et donc, comment dans l'évaluation aussi construire l'évaluation avec cette rationalité de l'enfant qui est différente de la rationalité de l'adulte et qui pour autant est tout aussi importante. Quand l'enfant qui dit « ma vraie famille, c'est ma famille d'accueil », comment prendre, est-ce qu'il est irrationnel quand il dit ça ? Ou est-ce qu'il a une vision de la situation qui est différente de celle des professionnels? Et donc, finalement, ça pose la question de la participation des acteurs, en recherche, on appelle ça des acteurs faibles, mais le terme n'est pas très... il faudrait trouver un autre terme, le terme n'est pas très beau non plus. Donc, comment faire participer à l'évaluation des acteurs qui se trouvent en situation d'usage des services sociaux, donc qui se trouvent dans des situations de relations inégalitaires et contraintes, parfois en situation de minorité, quand on parle des enfants, et des acteurs qui sont finalement invisibilisés dans l'évaluation. Quand j'ai commencé à travailler sur l'évaluation et que je lisais des rapports évaluatifs, j'avais travaillé en Allemagne sur des rapports d'évaluation avec un collègue qui était travailleur social, Timo, et on était parfois étonnés de voir que l'enfant, il apparaissait on lisait des dossiers qui étaient, vous les connaissez tous, les dossiers, à la fin de la prise en charge, ça peut être épais, des dossiers comme ça. Et parfois, on s'apercevait qu'il y avait un enfant dans la situation au milieu du dossier. Parfois, il redisparaissait, il réapparaissait vers la fin. Et c'est ce qu'ont montré beaucoup de chercheurs anglo-saxons, en Allemagne et en Angleterre, c'est que l'enfant parfois
parfois disparaît du processus évaluatif. C'est-à-dire que les problèmes des parents sont si massifs, sont si importants, que l'enfant disparaît de l'attention des adultes et disparaît aussi du coup du rapport d'évaluation. À tel point que certains ont produit des méthodes évaluatives, je pense à la méthode Applaudy, où il y a un bâton qui est distribué dans la salle et il y a un professionnel qui est en charge d'avoir l'attention à l'enfant et qui doit passer le bâton aux autres professionnels pour dire toi, qu'est-ce que tu peux dire sur cet enfant. Vous voyez à quel point on a dû produire des méthodes pour garder l'attention sur l'enfant alors même qu'on est en train d'évaluer des situations d'enfants en danger. Donc là aussi j'exagère un peu le trait, mais c'est pour montrer parfois les processus à l'œuvre qui sont parfois présents dans les réunions de synthèse. Donc, par exemple, les éducateurs avec qui je discutais pendant la thèse qui me disaient mais parfois on s'aperçoit 15 minutes avant la fin de la synthèse qu'on n'a toujours pas parlé de l'enfant. Peut-être que ça faisait arriver dans certaines réunions de s'apercevoir que finalement les problèmes à régler avec les parents étaient tellement massifs que du coup cet enfant il disparaissait un peu du regard de la focale. Alors pour étudier la question de l'évaluation, donc dans le cadre d'un travail doctoral, j'avais essayé de croiser plusieurs méthodes, donc la méthode par entretien, la méthode par observation de réunions de synthèse et la méthode par analyse d'écrit des rapports évaluatifs. J'avais essayé de mettre en résonance plusieurs regards. J'avais interrogé à la fois des professionnels à différents niveaux. J'avais interrogé aussi des enfants. Par contre, j'avais interrogé très peu de parents. Et donc, j'avais réalisé 4 études de terrain donc sur 4 structures qui mènent des évaluations, à la fois en primo-évaluation, mais aussi en évaluation en cours de mesure. J'avais réalisé 46 entretiens avec des professionnels, 16 observations de réunion, j'avais analysé 61 rapports et j'avais fait 16 entretiens avec des enfants et des jeunes de 11 à 25 ans. Et j'ai fait un travail comparatif avec l'Allemagne, mais aujourd'hui, c'est un temps court, je ne vous présenterai que la partie française. Alors, ce que j'avais pu observer dans mon travail, là c'est quelques résultats parce qu'en une heure c'est difficile de présenter tout un travail, donc j'ai mis la focale sur des petits résultats. Donc ce que j'avais pu identifier, c'est que l'évaluation c'était quelque chose de lourd pour les professionnels, c'était quelque chose de complexe, puisque ça implique de grosses responsabilités et puisque ça met en tension des droits contradictoires. Donc par exemple, les professionnels me disaient si on ne creuse pas, ça peut nous retomber dessus, si on creuse trop aussi, avec cette tension entre la question du respect de la vie privée ou la question du devoir de protection. J'avais un autre professionnel qui me disait souvent je ne vais pas arriver dans la famille et commencer à déplacer les meubles. Cette image elle est parlante, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller dans l'évaluation sans bouleverser non plus le système familial. Et par ailleurs, évaluer, c'est aussi estimer une situation sans avoir une connaissance de l'intérieur. Par exemple, une assistante sociale me disait il y a des situations où ça est difficile d'estimer, on voit un problème, mais on ne sait pas comment ça se passe à la maison. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est avoir une vision extérieure et pas toujours dans le quotidien. Et du coup, les professionnels exprimaient de nombreux doutes qui peuvent émerger au cours de l'évaluation, tout en soulignant finalement que ces doutes étaient aussi porteurs, c'était aussi ce qui était moteur dans l'analyse des situations. J'ai des doutes, d'un autre côté, il faut être animé par ce doute. Peut-être que c'est quand on a des certitudes que là, l'évaluation, c'est même plus la peine de la faire. Et du coup, ça aboutissait chez les professionnels à un peu deux positions très différentes. Pour les professionnels qui étaient en primo-évaluation, c'est-à-dire qui réalisaient les évaluations initiales avant l'entrée dans le dispositif, donc les évaluations du type information préoccupante, ils avaient vraiment conscience d'être dans cette position d'évaluateur. Ils nous disaient on est constamment en évaluation des situations. Par contre, plus les professionnels se situaient dans un registre d'aide, d'accompagnement, soit qu'ils réalisaient de l'accompagnement à domicile, ou soit qu'ils se situaient par exemple dans des lieux de placement, dans des foyers, plus finalement ils déniaient leur position d'évaluateur. Ah non, moi je ne fais pas d'évaluation, c'est pas à l'aide éducative à domicile de faire l'évaluation. J'ai envie de botter en touche. Vous voyez, plus on se situe dans le registre de l'accompagnement, plus c'est difficile finalement d'assumer un rôle d'évaluateur qui pour autant est toujours présent. Pour autant, dans un foyer, par exemple, il y a toujours des évaluations qui sont faites chaque année des situations des enfants, donc l'évaluation est toujours présente, mais c'est plus difficile de se positionner en tant qu'évaluateur et accompagnateur. Par ailleurs, les professionnels étaient confrontés à différentes tensions dans l'évaluation. D'une part, le fait que finalement on évalue, on nous demande d'évaluer, on nous demande d'évaluer, mais finalement il n'y a pas les solutions derrière. Par exemple, on
créer la place d'accueil en psychiatrie. On est là pour voir ce qui peut les aider, mais finalement, c'est compliqué d'évaluer si on pense qu'il n'y a pas vraiment de solution par la suite. Et par ailleurs, chez les professionnels, il y avait l'idée aussi qu'on pourrait évaluer en sautant l'étape du diagnostic et en allant directement vers l'accompagnement. Souvent, pour les professionnels, on s'apercevait que c'est plus rassurant de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette famille plutôt que d'abord poser un diagnostic sur la situation. Alors peut-être qu'entre-temps, j'ai appris que les bouddhistes faisaient ça aussi sur les maladies. Ils refusaient de nommer la maladie parce qu'ils pensent qu'en nommant la maladie, finalement, on la fait émerger en même temps. Et donc, ils préfèrent accompagner la maladie sans la nommer. Peut-être que c'est un peu le même type de référentiel, je ne sais pas, je vais pas creuser la question, mais peut-être que ce serait à creuser. Un autre point de tension, c'est, j'ai déjà évoqué, c'est cette tension entre le respect de la vie privée et le devoir de protection. On est dans une sphère privée, on ne va pas y aller en défonçant la porte, on ne va pas demander aux gens de se mettre nus devant nous. Donc c'est toujours cette idée de comment je peux évaluer tout en ne touchant pas trop à la sphère privée, tout en respectant la vie familiale. Par ailleurs, ce qui posait aussi problème aux professionnels, c'est la question de la négociation dans l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est une négociation, mais dans cette négociation, tout le monde n'a pas le même pouvoir et la contrainte, elle n'est pas présente pour tous de la même manière. Donc une éducatrice me disait, on est sur le registre de la négociation, on est là pour voir ce qui peut les aider. Mais dans cette négociation, on dit aux parents qu'ils ne sont pas à l'abri d'un juge pour enfants. Vous voyez que la négociation, elle est présente, mais jusqu'à un certain point. Et on s'apercevait aussi que plus l'enfant est dans une situation de danger, et moins la négociation est présente. Donc vous voyez, selon le type de situation aussi, la négociation est plus ou moins aisée. Donc suite à ces entretiens avec les professionnels, j'avais cherché à analyser 4 structures, donc 2 structures d'accueil, 2 structures d'évaluation en cours d'évaluation, et 2 structures d'évaluation en cours de mesure. Et j'avais essayé de comprendre au regard de différentes choses, c'est-à-dire quel était le référentiel utilisé, quelles étaient les théories utilisées, quelles étaient les méthodes utilisées, quels étaient les collectifs mobilisés, quels étaient les types de professionnels mobilisés dans l'évaluation. J'avais essayé de modéliser des systèmes d'organisation et des systèmes de conception de l'évaluation. Et dans le cadre de mes 4 études de terrain, j'avais appréhendé 4 modalités, 4 conceptions de l'évaluation. Alors, dans une première organisation, j'avais appelé ce modèle-là le mode intersubjectif. Alors, ce qui m'avait paru intéressant dans ce modèle-là, c'était que les professionnels, l'évaluation était confiée à des professionnels de secteur, des professionnels on pourrait dire ce que certains appellent les professionnels du front. Donc, elle était confiée à des assistantes sociales, des éducatrices. Et ces professionnels se situaient dans le cadre d'un petit conseil général, dans un petit département. Ils se définissaient eux-mêmes comme en veille sur les situations. C'est-à-dire qu'ils avaient dans leur giron une série de situations à veiller, et ils se définissaient comme les veilleurs des situations. Par ailleurs, ils avaient peu de critères d'évaluation, ils avaient identifié peu de critères d'évaluation. Quand on les interrogeait sur comment définir le danger, c'était difficile pour eux de définir le danger pour l'enfant. C'était difficile aussi de définir des théories sur lesquelles reposait leur évaluation. Et donc, leur évaluation, ils n'avaient pas d'outils d'évaluation. Et leur évaluation reposait plutôt sur la relation interindividuelle avec la famille. Et je crois que cette phrase résumait bien cette idée, c'est on part de notre intuition. Le plus difficile, c'est d'arriver à démontrer qu'on a vu juste. Pour faire un signalement, il faut que ça tienne la route, on est vigilant, il y a un ensemble de faisceaux, parfois c'est la maladie mentale, parfois c'est subjectif. Donc on voit dans cette première organisation que le modèle mobilisé, c'est le modèle de l'intersubjectivité, le modèle du relationnel, avec l'idée que c'est dans la relation et l'intersubjectivité qu'on va pouvoir démontrer une intuition et objectiver cette intuition. Un second modèle, ce que j'ai appelé le modèle procédural ou gestionnaire. Donc là, c'était un conseil général en Allemagne d'une grande ville. Et là, on se situait plutôt dans le registre de la qualité et un peu comme sur le modèle de l'industrie, du zéro défaut, zéro risque. Et là, dans ce conseil général, ils avaient mis en place un référentiel extrêmement précis d'évaluation avec des questions très précises du type
Est-ce que l'enfant mange sa purée moulinée ou pas moulinée, comment sont les morceaux, enfin bref, on a quasiment la taille des morceaux de la purée. Donc un référentiel extrêmement précis d'évaluation et surtout un référentiel obligatoire pour chaque situation et aussi un référentiel de coût, c'est-à-dire que les évaluateurs devaient justifier, il y avait un coût identifié pour chaque famille et si le coût proposé de la mesure dépassait le coût identifié, le travailleur social devait en référer à sa hiérarchie, mais sinon il évaluait tout seul la situation de A à Z. Il proposait une mesure tout seul, donc ça ne s'organisait pas de la même manière qu'en France. Et seulement quand il dépassait le coût standard, il devait demander une autorisation spéciale pour dépasser le coût standard de la mesure. Et dans ce modèle, ce qui ressortait vraiment de manière frappante, c'était l'idée qu'il fallait rendre l'évaluation traçable. Il fallait prouver qu'on avait fait toutes les étapes correctement. Et donc dans les dossiers, je ne sais pas si vous avez ça, ils avaient des listings, ils avaient des feuilles où ils listaient tous les appels émis à la famille. Tel jour, j'ai appelé à telle date la famille, à telle heure, point, elle a répondu, elle n'a pas répondu. Tel jour, j'ai passé le dossier à tel collègue, point, il a répondu, il a répondu. Donc finalement, on n'avait plus du tout de contenu de l'évaluation, on avait juste on avait des preuves de l'action faite, que l'action était traçable, que l'action était faite, mais on n'avait plus du tout de contenu, on n'avait plus de contenu palpable de l'évaluation. Et comme si, du coup, là, la légitimité de l'évaluation, c'était sur la traçabilité, prouver qu'on a fait ou pas l'action, plutôt que construire une évaluation dialogique avec les enfants et les familles. Donc, une des éducatrices nous dit qu'ils sont très énervés, il y a des cas de mort d'enfants et des procès. Quand un travailleur social est attaqué en justice, il est mis en cause personnellement, pas au nom de l'institution. Ils veulent se sécuriser, c'est pour ça qu'ils cochent des questionnaires. Donc là, on est vraiment dans un système où il fallait éviter les défauts, éviter les risques, tracer les situations, rendre traçables les mesures, mais du coup, on peut avoir finalement l'illusion de l'action sans pour autant que l'évaluation ait pu être réalisée de manière dialogique avec les familles. Un autre mode d'évaluation, donc là c'était dans une pouponnière, là aussi dans un petit département, et j'ai appelé ça le mode technique, dans le sens où là les évaluations étaient réalisées par une batterie professionnelle très technicisée, avec un éducateur jeune enfant, un psychologue, parfois le recours au psychiatre qui était à l'autre côté de la rue, une éducatrice qui faisait des visites médiatisées, etc. Donc c'était un collectif de professionnels, et ce collectif de professionnels s'était doté de plusieurs outils. Il y avait un outil qui avait été réalisé par les professionnels eux-mêmes, qui était une grille d'observation du quotidien de l'enfant et des réactions de l'enfant, notamment par exemple avant la visite, après la visite avec les parents, sur le temps du coucher, sur le temps du bain, etc. Donc une grille d'observation des temps quotidiens de l'enfant. Et puis par ailleurs, il mobilisait le Brunelleschi, donc peut-être que vous le connaissez, qui est un test de développement de l'enfant. Et surtout, en fait, il croisait les regards, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient jamais un test pour un test. Par exemple, ils n'utilisaient jamais le Brunelleschi sans le faire passer avec la référente de l'enfant, avec par exemple l'éducatrice qui s'occupait au quotidien de l'enfant, et donc ils croisaient le résultat de la technique avec le résultat de l'éducatrice, enfin en tout cas l'appréhension de l'éducatrice. Et donc là on était dans un mode technicisé qui présente l'intérêt finalement justement de pouvoir aussi permettre aux professionnels de dialoguer, parce qu'à partir du moment où on se dote d'outils communs et qu'on les compare entre eux et qu'on compare les regards, ça permet aussi de croiser finalement ces subjectivités. Mais par contre, ce modèle-là peut donner l'illusion que finalement c'est la technique qui décide. Le psychologue me disait, c'est pas tant nous qui décidons, c'est la situation qui décide. Comme si finalement l'instrument en fait la mesure, et comme si c'est l'instrument qui vient répondre à la situation, et non pas finalement celui qui utilise l'instrument qui garde aussi son diable rapide et qui garde aussi sa subjectivité et qui vient aussi porter un regard sur l'instrument qu'il utilise. Et donc ce mode-là peut donner l'illusion de la rationalité ou l'illusion de l'absence de subjectivité, alors même que les éducateurs gardaient un regard sur les situations. Un dernier modèle, c'est le modèle que j'ai appelé la conceptualisation des singularités. Dans ce modèle-là, les éducateurs, donc c'était un foyer de l'enfance en Allemagne, les éducateurs concevaient leur rôle comme non technique. Donc là, je vais vous lire ce passage comme un illustratif. Si vous avez quelque chose de technique, vous allez chez votre garagiste.
il répare votre voiture. Le médecin, il se base sur des faits et vous soigne. Le travailleur social essaie d'avoir des méthodes objectives sur quelque chose qui n'est pas objectif. On n'a pas le droit de travailler de manière technique avec les parents, on travaille avec des êtres humains. On ne doit pas oublier la vie des clients, ils appellent des clients, on ne doit pas oublier la vie des clients, on doit comprendre leur vie. C'est des personnes qui ont des besoins, des souhaits, des intérêts et des conflits. Donc vous voyez, dans ce modèle-là, l'éducateur, le psychologue se positionne comme quelqu'un de non technicien, mais pour autant, il a cherché à conceptualiser les singularités qu'il rencontre. C'est-à-dire que dans cette organisation, quand on interrogeait les équipes sur qu'est-ce qui fait danger pour l'enfant, quels sont vos référentiels théoriques, quels sont vos modes de faire, ils pouvaient présenter leur modalité de travail, ils pouvaient conceptualiser le danger, ils pouvaient conceptualiser les besoins de l'enfant, c'est-à-dire qu'ils pouvaient apporter un regard théorique sur les besoins des enfants pris en charge. Donc c'est pour ça que j'appelle ce modèle-là la conceptualisation des singularités, dans le sens où il se refuse d'une approche technicisante, mais pour autant, ça ne veut pas dire une approche sans référence ou sans référentiel. Enfin, j'ai essayé de comprendre dans ces 4 organisations quelle était la place de l'enfant dans l'évaluation, pour essayer de voir, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, il y avait beaucoup ce débat entre est-ce que la technique s'oppose à la participation, est-ce qu'il y aurait une opposition totale entre référentiel, outils et participation des familles, ou est-ce qu'au contraire, les choses peuvent s'accorder. Alors j'ai pu observer 3 modalités d'association de l'enfant. Dans un premier modèle, notamment celui que je vous ai présenté en tout premier, c'est-à-dire le modèle de l'intersubjectivité, l'enfant était totalement absent. C'est-à-dire que pour les professionnels, ils étaient en difficulté pour pouvoir parler à l'enfant, pouvoir avoir accès à l'enfant, parce qu'ils étaient en difficulté de parler à l'enfant de sa situation par peur finalement de venir remuer des choses encore plus délicates pour lui. Dans un deuxième modèle, l'enfant était soutenu dans son expression de son point de vue, mais son point de vue était peu pris en compte. Ça, c'était le dernier modèle, c'était celui de la conceptualisation des singularités. C'est-à-dire que dans le quotidien de vie des enfants, les éducateurs étaient vigilants à faire émerger des points de vue de l'enfant sur sa situation, mais, comme il le disait, je laisse ces 2 opinions côte à côte, et finalement, je laisse l'opinion de l'enfant de côté. Dans un autre modèle, celui de la technique, donc celui de la pouponnière, alors que c'était l'institution qui travaillait avec les enfants les moins âgés, les plus petits, le point de vue de l'enfant était pris en considération dans toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il faisait attention à la communication verbale et non verbale de l'enfant dans toutes ses dimensions, et finalement c'était le point de départ et la finalité de l'évaluation. C'est-à-dire que tout le rapport évaluatif était basé sur la manière dont l'enfant réagissait aux visites des parents, réagissait à l'éducatrice, réagissait à tel ou tel aspect, la manière dont l'enfant petit parlait de sa famille, la manière dont il l'évoquait au quotidien. Donc vous voyez, finalement, dans le modèle technique, c'était le modèle qui était aussi le plus participatif. Alors je ne pense pas que ça peut vouloir dire qu'il y a des liens d'adéquation entre technique et participation, ça veut simplement dire que finalement, je pense que ces 2 questions sont dissociées. On peut avoir un modèle très technique et très participatif, on peut avoir un modèle très intersubjectif et très participatif, mais en tout cas, ces 2 questions ne peuvent pas s'opposer. 5 minutes. Ouais. Bon, alors du coup, après j'avais une partie sur le point de vue de l'enfant dans l'évaluation. Donc ce qui ressort des 16 entretiens que j'avais fait avec des enfants sur la question de l'évaluation, donc c'était des enfants de 16 à 25 ans, de 11 à 25 ans, pardon. Alors ce qui ressortait, c'était une faible participation des enfants à l'évaluation de leur situation. Mais cette faible participation était différente pour les enfants qui s'étaient perçus comme acteurs de l'entrée dans le dispositif et les enfants qui avaient plutôt été repérés de l'extérieur. Par ailleurs, on peut s'apercevoir qu'au fur et à mesure de l'entrée dans la prise en charge, les enfants arrivaient aussi à reprendre une part de possibilités d'action sur leur situation. Alors, ce qui rendait la participation des enfants compliquée, c'était la position dominante des adultes, pas seulement la position dominante en tant que professionnel, mais la position dominante en tant que collectif d'adultes. Et ce qui était frappant, c'était finalement que l'enfant pourra arriver à faire émerger son point de vue, devait souvent passer par son parent, avec qui il était potentiellement en conflit, puisqu'on est quand même dans des situations conflictuelles, pour que la solution préférée par l'enfant soit entendue. Par exemple, une qui nous dit « La chef du service, elle ne me croyait pas, mon assistante sociale, elle se taisait. Il n'y avait que ma mère qui essayait de faire quelque chose.
c'est ma mère qui a convaincu mon père d'accepter le placement, mon père a cédé, la chef de service a accepté. Donc on se retrouve dans cette situation un peu paradoxale où l'enfant doit convaincre son parent en situation de danger ou en situation familiale complexe que la solution c'est le placement, et parce que c'est le parent qui va convaincre les professionnels. Donc là on se retrouve un peu dans une situation un peu étonnante. Ce qui ressortait aussi, c'est l'absence des enfants des lieux de décision collective, notamment des synthèses. Ils vont au conseil général, normalement je ne dois pas participer. Les enfants ne peuvent pas y aller. Normalement, j'ai rien à y faire. Il y a eu une synthèse exceptionnelle, j'y suis allée car la solution était bloquée. On ne trouvait pas de solution. C'est pour ça que je suis allée à cette synthèse. Donc là, je vous ai sorti un peu les meilleures phrases, enfin, je le trouve le plus drôle, mais bon, c'est pas très drôle, mais dans le sens où on voit que la participation, elle émerge quand on ne trouve pas d'autres solutions, et donc on vient chercher l'enfant, finalement, quand la situation est bloquée, peut-être que c'est un peu la situation est incasable, quand finalement tout explose, c'est peut-être là qu'on va me dire, bah non, finalement, c'est quoi le problème, quoi. Toutefois, donc, il faut nuancer un peu le propos. Donc, la participation de l'enfant était très dépendante de l'entrée dans le dispositif. Quand l'enfant est à l'initiative de l'entrée dans le dispositif, il a souvent l'impression de garder la main finalement sur la construction de sa prise en charge. À l'inverse, quand il a été reçu par une aide extérieure, par exemple un signalement, il a l'impression au départ que la situation lui échappe. Mais donc, sa participation dépend aussi des services à sa disposition, mais aussi de la conception de l'évaluation dans ces services. Et pour les enfants, il y avait deux conceptions de l'évaluation qui s'opposaient. Quand l'évaluation était tout juste tournée sur le passé, il la percevait comme une charge, c'était gavant, on se sentait contrôlé. Par contre, quand l'évaluation était tournée sur l'avenir et sur les perspectives de prise en charge, il la percevait comme une aide. Je lui explique tout, je l'appelle aussi entre les rendez-vous pour la tenir au courant. J'aime bien lui expliquer car elle connaît les différences et les possibilités d'aide. Par ailleurs, ils opposaient deux types d'évaluation. L'évaluation avec les personnes qui les connaissaient et l'évaluation avec les personnes qui ne les connaissaient pas. Et pour eux, ils attribuent un surcroît de crédit à ceux qui les connaissent. L'assistance sociale, elle ne me connaissait pas. Pour faire l'évaluation, il faut déjà qu'elle me connaisse. Je pense qu'il faudrait peut-être donner une part plus importante aux familles d'accueil, parce que ce sont eux qui font une grosse partie du boulot, et je pense que leur avis est à prendre en compte également. Et enfin, ils opposaient aussi deux visions d'évaluation. Est-ce que l'évaluation, c'est simplement les évaluer eux, ou est-ce que l'évaluation elle est bilatérale et elle permet aussi d'évaluer les actions mises en place pour eux? Ils ont écrit un rapport sur mon comportement, c'était plutôt positif car je suis plutôt calme. Donc là, on est vraiment dans une évaluation de l'individu. Ils parlent de nous, de ce qui va, de ce qui ne va pas, pour compléter leur rapport. Là sont consignés les objectifs qui sont attendus de moi. Et donc on voit qu'ils ont plutôt vécu des évaluations unilatérales, c'est-à-dire portées sur eux, et peu des évaluations bilatérales de ce qui a pu être mis en place aussi avec et pour eux. Alors dans les 2 minutes qui restent, je voudrais insister sur plusieurs aspects qui me semblent importants. Donc au regard de ce travail de thèse, mais aussi du travail que j'avais fait au sein du travail Grenade en tant que chargé d'études, ce qui me semble important dans l'évaluation, c'est de rendre explicite le cadre de référence de l'évaluation, mais tout en laissant ouvert les questionnements, c'est-à-dire ne pas figer un cadre d'évaluation. Ce qui me semble important aussi, c'est de définir une stratégie évaluative, c'est-à-dire un processus à suivre. Ce qui me semble important aussi, c'est de garder une conception dynamique de l'évaluation, pluridisciplinaire et clinique, de prendre en compte aussi les dimensions éthiques dans l'évaluation, d'analyser les supports évaluatifs, c'est-à-dire les instruments, de manière indissociable des processus, c'est-à-dire un instrument qui n'est pas mis en place dans le cadre d'un processus, ça n'a pas d'intérêt, de rendre l'évaluation toujours discutable, et à partir du moment où on discute de critères, on peut toujours les perfectionner. Si on ne discute plus, il n'y a plus rien à perfectionner. Et aussi de prendre en compte l'évaluation dans sa limitation, c'est-à-dire pour ce qu'elle n'est, l'évaluation qui c'est qu'une technique, et la technique c'est qu'une lecture du monde, et donc il faut toujours se méfier de notre propre lecture du monde et de nos propres limitations. Et enfin, de préserver le sujet dans une évaluation participative, donc en croisant les regards singuliers, en essayant tant bien que mal de faire émerger la participation dans un contexte contraint, en articulant les regards sans donner l'ascendant à un point de vue sur un autre, et en adaptant l'évaluation à l'enfant et l'enfant à l'évaluation. Parce qu'on sait que la participation de l'enfant est dépendante à la fois des représentations des professionnels sur l'enfant, mais aussi des représentations de l'enfant sur l'évaluation. Et donc, une des dimensions, ce serait adapter l'évaluation à l'enfant, c'est-à-dire écouter l'enfant sur un temps qu'il choisit par lui et par un temps imposé, lui donner la signification de l'évaluation,
et aussi informer l'enfant sur les enjeux de l'évaluation et les conséquences de l'évaluation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc on a sollicité également Paola Milani pour avoir un regard complémentaire. Alors c'est encore un regard universitaire, mais sur un autre système et sur un autre pays. Et donc elle a conduit une recherche-action en direction des familles exigeantes en mobilisant un certain nombre d'outils d'évaluation qu'elle vient de présenter aujourd'hui. Merci.